leçon dernière, nous avons vu qu'il s'agit donc d'avoir deux éléments fondamentaux. Il y a d'abord l'espace vectoriel muni d'un produit scalaire, il y a également la base orthogonale. Et bien donc maintenant, nous allons essayer de construire l'espace fonctionnel dans lequel nous allons travailler. Il s'agit donc de l'espace des fonctions, de l'ensemble des fonctions dites au carré intégrable. Une fonction est dite au carré intégrable si son carré, si on prend l'intégrale de a à b du carré de la fonction est quelque chose de fini. Donc toutes les fonctions dont le carré, dont l'intégrale du carré sur l'intégrale a à b donne quelque chose de fini, alors on les appelle des fonctions carré intégrables. Voilà les fonctions que nous allons considérer dans cet espace fonctionnel. Il se trouve que cet espace-là est un REV, donc c'est un R espace vectoriel, que l'on va munir tout de suite par un produit scalaire qui est le suivant. Donc le produit scalaire de deux fonctions quelconques phi et psi appartenant à cet espace-là. Leur produit scalaire, ça va être l'intégrale de a à b du produit direct de phi fois psi. Alors pourquoi cette formule-là? On reconnaît donc quand même qu'il y a une petite ressemblance entre cette formule et la formule classique dans l'espace Rn. On a vu que le produit scalaire de deux fonctions, de deux vecteurs plutôt, c'était la somme de mu u lambda i mu i. Maintenant, c'est l'intégrale de phi fois psi. Donc voilà notre produit scalaire. La norme associée, c'est l'intégrale de a à b de la fonction au carré. Donc si on voudrait, par exemple, prendre la norme d'une fonction phi, eh bien ça va être l'intégrale de a à b de la fonction au carré, le tout racine. On reconnaît donc tout de suite pourquoi on choisit cet espace-là. C'est pour que toutes les fonctions puissent être, tous les vecteurs autrement dit, puissent être mesurés. On a vu que la dernière fois que le produit scalaire et la norme servent à mesurer ou alors on va dire quantifier. Donc c'est pour pouvoir quantifier les fonctions. N'est-ce pas? Donc là, étant donné que la fonction phi est dans cet espace-là, donc tout de suite, on a la possibilité de quantifier la fonction, on a la possibilité de la mesurer. Donc on a cette garantie depuis le départ. Voilà donc en gros l'espace dans lequel nous allons travailler donc désormais. Alors maintenant, on va commencer par une petite définition, à savoir la base orthogonale. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on a vu qu'il y a lieu d'avoir deux éléments. Il y a l'espace, il y a également la base orthogonale. Alors, la première définition, donc on dira qu'une famille de fonctions phi n, un appartenant n, forme un système orthogonal de fonctions, dans le cas où vous avez le produit scalaire de deux fonctions différentes, ça va donner 0, donc si n est différent de n, alors vous avez 0, et vous avez une constante dans le cas où n est égal à n. Donc s'il s'agit de la fonction elle-même, si vous prenez le produit scalaire de la fonction fois elle-même, alors vous aurez une constante. Naturellement, si la constante, encore une fois, est unitaire, alors on parle d'un système plutôt orthonormal. Mais ça ne nous intéresse pas, encore une fois, les systèmes orthonormaux. Tout ce qui nous intéresse, c'est les systèmes orthogonaux, c'est largement suffisant. Bien. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de cette définition, eh bien, c'est le système orthogonal complet. Autrement dit, base. On dira qu'un système, qu'une famille de fonctions est un système orthogonal complet dans le cas où elle permet de représenter toutes les fonctions sous forme d'une combinaison linéaire. Donc, si toute fonction appartenant à cet espace-là, donc toute fonction au carré intégrable, pour toute fonction qui appartient à cet espace-là, alors il existerait un ensemble de coefficients Cn réels, tel que la fonction phi est égale à la somme des Cn phi n. Donc si nous avons cette possibilité-là, si nous avons la possibilité de représenter chaque fonction de cet espace sous forme d'une combinaison linéaire, alors on dira que ces fonctions-là, les fonctions phi n, forment un système orthogonal complet. Si un peu, si vous voulez, si on voudrait faire encore une fois une analogie avec le Rn, on se contente maintenant de l'espace R3, alors il est clair que IJK c'est une base. Mais question IJ, est-elle une base? IJ uniquement. Il est clair que IJ c'est une base complète dans le plan R2, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas complète dans l'espace R3, n'est-ce pas? Donc là, on parle d'un système complet si nous avons la possibilité de représenter toute fonction, n'est-ce pas, moyennant les éléments de cette forme-là. Il est clair que si on prend uniquement IJ, il existe bel et bien d'autres vecteurs dans R3 qui ne peuvent pas être représentés, si vous voulez, dans IJ, les deux premiers vecteurs IJ ne sont pas suffisants. Alors, donc voilà comment on va compléter là, on exerce, si vous voulez, pour que notre base soit, pour que notre famille de fonctions soit une base, il faut qu'elle soit complète. Il faut que ce soit un système orthogonal qui est complet.
Après cette définition, nous avons ce lemme, ce premier lemme. Alors, ce lemme-là, dans ce lemme-là, on va essayer de construire notre base. On va choisir la base, n'est-ce pas, dont on va utiliser au sein de cet espace fonctionnel. Eh bien, les fonctions que nous allons considérer, ce sont des fonctions trigonométriques. Donc, le système trigonométrique 1, cosinus x, cosinus 2x, cosinus 3x, cosinus nx, etc., etc., et sinus x, sinus 2x, sinus nx, etc., avec les n, avec les coefficients n qui sont tous entiers. Alors, ce lemme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce système-là est un système qui est orthogonal sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, si on choisit 1 et b comme étant moins pi et pi successivement, alors nous avons cet ensemble-là qui forme un système orthogonal de fonctions. Orthogonal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit scalaire des deux fonctions mutuelles, n'est-ce pas, de deux fonctions plutôt différentes, va nous donner 0. Par contre, si on multiplie la fonction fois elle-même, par produit scalaire, donc l'intégrale de la fonction fois elle-même, alors ça va nous donner une constante. Ça nécessite une démonstration qui n'est pas du tout difficile à établir. En effet, il suffit juste de remarquer les trois relations trigonométriques que vous avez ici. La première, par exemple, c'est cosinus, cosinus. Cosinus alpha, cosinus bêta égale à la moitié de cosinus alpha plus bêta plus cosinus alpha moins bêta. Donc, si on exploite ces trois relations trigonométriques, la première, par exemple, on va l'exploiter lorsqu'on multiplie les fonctions cosinus mutuellement. La deuxième relation, on va l'utiliser pour démontrer que ces fonctions-là sont orthogonales. Et ensuite, la dernière, on va l'utiliser pour démontrer l'orthogonalité des fonctions cosinus et des fonctions sinus. Alors, donc, avec ces trois relations-là, je vais effacer ici. On peut démontrer facilement. Alors, on peut tout de suite démontrer que il en résulte que l'intégrale de moins pi à pi de cosinus nx, cosinus mx dx est égal à l'intégrale de moins pi à pi de sinus mx, sinus mx dx, n'est-ce pas, qui est égal à 0 lorsque m et n appartiennent à n, tel que n est différent de n. Donc, si on prend deux fonctions différentes, alors on aura 0. De même, l'intégrale de moins pi à pi de cosinus nx, sinus mx, on prend une fonction cosinus et une fonction sinus, alors là, on aura toujours 0. Quel que soit n appartient à n, n'est-ce pas? Comme bien même n et m soient égaux, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons l'intégrale. Donc là, nous avons les zéros, donc pour les vecteurs qui sont différents. Maintenant, pour les fonctions qui sont différentes, maintenant, l'intégrale de moins pi à pi de la première fonction unitaire dx, naturellement, ça nous donne 2pi, donc ce n'est pas nul. L'intégrale de moins pi à pi de cosinus nx dx est égale à l'intégrale de moins pi à pi de sinus nx dx, ici égal à pi. Plutôt ici, c'est le carré. Donc c'est la fonction fois elle-même. Donc le produit scalaire, la fonction fois elle-même. Donc ici c'est le 1 au carré, ici c'est cosinus carré, ici c'est sinus au carré. Et bien là, on obtient pi pour tous les n appartiennent à n étoiles, excepté z 0. Donc en utilisant cette relation, on peut démontrer ceci. Par conséquent, il est clair que ce système de fonctions, ce système trigonométrique forme bel et bien un système orthogonal de fonctions sur l'intervalle, encore une fois, moins pi pi. Si on change d'intervalle, on risque de perdre cette propriété-là. Et encore une fois, les coefficients n, le coefficient n est toujours entier. Donc vous avez cosinus 1, cosinus x, cosinus 2x, 3x, etc. C'est les fréquences, autrement dit. Les fréquences sont toujours en entière. Voilà donc pour ce premier lemme. Remarquons donc que la famille trigonométrique, la famille de fonctions trigonométriques qui forment donc notre base orthogonale, est un ensemble infini de fonctions. Donc il y a 1, il y a ensuite cosinus qui est infini, ensuite sinus qui est infini. Donc cosinus 1, cosinus x, cosinus 2x, etc. De même pour sinus. Alors maintenant, puisque nous avons cette base, alors dans le cas où
Si, dans le cas où il y a développabilité d'une fonction quelconque au carré intégrable avec sous forme d'une combinaison linéaire de ces fonctions de base, il est clair que le résultat éventuellement qu'on va obtenir, ça va être une série qui est infinie. Donc c'est une combinaison linéaire de certains coefficients, A0, AN et BN, qui sont multipliés tous fois les fonctions de notre famille, de notre base orthogonale. N'est-ce pas? Bon. Donc voilà, si vous voulez, donc cette série-là, on va l'appeler donc série trigonométrique. Pour l'instant, on va l'appeler série trigonométrique. Donc c'est une série qui est infinie. N'est-ce pas? Autrement dit, c'est une série de fonctions. Alors donc, on va appeler série trigonométrique toute série de fonctions qui a cette forme-là. D'accord? Série de fonctions, c'est quoi une série de fonctions? C'est une sommation infinie d'un certain terme général qui dépend et de n et de x. C'est exactement le cas ici. Maintenant, si le terme général a cette forme-là, alors on parle d'une série trigonométrique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, alors rappelez-vous, dans le chapitre des séries de fonctions, et même des séries numériques, on a dit qu'il a toujours été intéressant de garder l'œil sur ce qu'on appelle la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la sommation jusqu'à un certain ordre fini. Donc, si on tronque la sommation à un certain ordre n, alors on obtient, alors la suite des sommes partielles que l'on va obtenir, ça va s'appeler le polynôme trigonométrique. D'accord? Donc, le polynôme trigonométrique, c'est A0 sur 2, plus la somme de k de n jusqu'à un certain ordre n, de ce qui est à l'intérieur. Dans ce cas, l'ordre de notre polynôme trigonométrique, c'est n, c'est-à-dire c'est l'ordre au niveau duquel on va s'arrêter. Et bien maintenant, après cette définition-là, il est légitime de se poser la question suivante. Peut-on développer une fonction f quelconque appartenant à cet espace fonctionnel? Peut-on la développer en une série trigonométrique? Autrement dit, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des conditions? Si elles existent, alors quelles sont ces conditions-là pour pouvoir développer une fonction quelconque sous forme d'une série infinie qui est celle-ci? Ensuite, si oui, s'il y a possibilité de développer cette fonction, alors comment peut-on, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les coefficients de notre série? Pourquoi? Parce que les A0, AN et les BN, alors c'est ce qu'on appelle les coefficients de la série trigonométrique. C'est logique. Parce que ce sont les coordonnées, si vous voulez, ce sont les coordonnées de notre fonction. Alors, dans ce cas-là, comment peut-on calculer ces coefficients-là? Donc, voilà les deux questions qui vont se poser directement. Alors, pour répondre, on va répondre assez partiellement pour l'instant cette question-là, qui, si vous voulez, qui va occuper carrément le reste, pratiquement le restant de ce cours-là. Alors, pour l'instant, on va se contenter de la deuxième partie. Donc, dans le cas où, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème-là? Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit que dans le cas où la fonction f est développable, donc dans le cas où nous avons ces conditions de développabilité en série trigonométrique, qui est étoile, qui est celle-ci, alors je l'ai noté étoile. Alors, dans ce cas-là, alors nous avons les coefficients an et bn qui vont se calculer comme ceci. Donc, si 1 sur pi, par exemple pour an, si 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, de f de t, cosinus nt. Cosinus nt, dt, avec 1 allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est valable pour A0, pour A1, pour A2, etc. De même pour Bn, mais on remplace en cosinus par sinus. Et dans ce cas-là, nous avons n qui va démarrer à partir de 1. Remarquez que le A1, donc vous avez A0, ensuite 1, A1, A2, etc. Par contre, B0, ça n'existe pas. B0, donc ce n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle on met ici n à partir de 1. Donc voilà donc ce que nous dit ce théorème. Alors, pour démontrer ce théorème-là, il suffit juste de penser au schéma de la dernière fois. Donc, encore une fois, ce schéma-là, il est fallacieux, donc il n'est pas vraiment rigoureux, il est loin d'être rigoureux, c'est clair. Les fonctions, ce ne sont pas des vecteurs, on ne peut pas représenter des fonctions par des flèches. Néanmoins, encore une fois, ça peut nous donner une forte intuition du fonctionnement des séries de séries trigonométriques. De tout ce formalisme-là. Alors, on se met dans un espace fonctionnel qui est L de 2 moins pi, pi. Donc, AB, ça va être moins pi, pi. C'est intervalle moins pi, pi. Alors, dans cet espace fonctionnel, des fonctions en carré intégrable dans cet intervalle, sur cet intervalle, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout cet espace-là. Alors, maintenant, nous avons la base orthogonale que nous avons construite tout à l'heure. Donc, à savoir, 1, les fonctions cosinus et les fonctions sinus avec les fréquences entières.
cosinus x, cosinus 2x, etc. des points jusqu'à ce qu'on arrive à un certain cosinus nx. Ensuite, on continue. On continue encore. D'accord? De même pour sinus. Sinus x, sinus 2x, sinus nx, etc. Et on continue jusqu'à l'infini. Voilà notre base de fonction. Voilà notre base orthogonale. Étant donné cette base, soit maintenant une fonction f quelconque. Si il y a possibilité de développer cette fonction-là, alors logiquement, les coefficients qui vont correspondre, ça va être, si vous voulez, les coordonnées de ce vecteur-là au sein de cette base-là. Donc la démonstration, si vous voulez, elle va se faire carrément par la projection. On projette la fonction, alors on obtient quoi? Il est clair que, on commence d'abord par un n et bien. Il est clair que, par exemple, pour un n, le coefficient à n, par exemple A2, pour avoir le A2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut projeter la fonction f sur la direction cosinus 2x. Et la projection va se faire comment? On l'a vu la dernière fois. Si le produit scalaire de la fonction f, de ce vecteur, avec le cosinus qui lui correspond, et que correspond à ce coefficient, donc cosinus 2x, produit scalaire, que divisé par la norme de ce vecteur, qui est pi. On l'a calculé tout à l'heure. On l'a calculé. De même pour bn. Donc voilà la formule qui va nous donner, si vous voulez, pour les coefficients n et bn. De même pour a0, sauf que remarquons que pour la première direction, on a vu que la dernière fois, tout à l'heure, on a vu que le module, c'était 2pi. N'est-ce pas? Quand on a calculé le produit scalaire, l'intégrale de moins pi à pi de 1 au carré dt, ça donne 2pi. Par conséquent, il y a lieu de diviser par 2 ici afin d'avoir, si vous voulez, cette notation. Donc, c'est la raison pour laquelle on met dès le départ A0 sur 2. Par conséquent, ici, vous avez A1, A2, AN, puis 1, B2, Bn. Par contre, ici, on va mettre A0 sur 2. Donc, il y a juste un petit décalage au niveau de la première direction. Voilà pour ce théorème. Donc, ce théorème-là, si vous voulez, il nous donne juste la possibilité de calculer les coefficients dans le cas où il y a développabilité. Mais on ne sait pas encore ce qu'il est possible, on ne sait pas encore les conditions sous lesquelles on va pouvoir développer. Alors, introduisons maintenant cette définition. La définition Tawa. Donc, la série trigonométrique étoile, celle de tout à l'heure, on va l'appeler tout de suite la série de Fourier qui est associée à la fonction f. Donc, les coefficients A0, A1 et Bn qui sont donnés par 2 étoiles, la formule 2 étoiles, eh bien, on va les nommer les coefficients de Fourier. D'accord? Donc, désormais, on va parler de série de Fourier et de coefficients de Fourier associés à la fonction f qui appartient à l'espace L2 de moins pi et pi. Alors, prenons un exemple pour un petit peu pratiquer cette définition. Alors, nous avons donc, prenons par exemple cette fonction assez simpliste, la fonction moins 1 de moins pi à 0, 0 est exclu, et 1 de 0 jusqu'à pi. N'est-ce pas? Donc cette fonction est définie uniquement de moins pi jusqu'à pi. Alors on nous demande de calculer les coefficients de Fourier associés à cette fonction, et si on arrive à les calculer, alors dans ce cas-là, quelle serait la série de Fourier qui est associée à la fonction f? Il s'agit donc là directement d'appliquer la formule de tout à l'heure. Alors remarquons tout de suite que la fonction f est impaire. N'est-ce pas? Puisque la fonction est impaire, alors il est clair que A0, puisque A0 c'est 1 sur 2pi, c'est 1 sur pi l'intégrale de moins pi à pi de la fonction f, d'où, puisque la fonction est impaire, donc il est clair que de moins pi à pi, ça va vous donner 0. De même pour un n. La fonction f étant impaire, si vous la multipliez fois cosinus qui est pair, pair fois impair, ça nous donne impair, l'intégrale de moins pi à pi, donc un intervalle symétrique, logiquement, ça va nous donner 0. Donc, tous les coefficients à n vont tout de suite s'annuler. Pour Bn maintenant, étant donné toujours la parité de la fonction, l'imparité de la fonction, alors si on la multiplie fois une fonction qui est impaire, c'est-à-dire sinus, fonction impaire fois fonction impaire, ça nous donne une fonction qui est paire. L'intégrale de moins pi à pi, c'est-à-dire sur un intervalle symétrique d'une fonction qui est paire, et bien ça va nous donner le double de l'intégrale de la même fonction de 0 jusqu'à la bande supérieure de votre intervalle. N'est-ce pas? Donc on obtient, au lieu de mettre 1 sur pi, on va mettre directement 2 sur pi. L'intégrale non pas de moins pi à pi, mais directement de 0 jusqu'à pi. De la fonction qui est définie donc sur cet intervalle de 0 jusqu'à pi, notre fonction elle est définie par 1. Donc ça va être directement l'intégrale de sinus. En calculant cette intégrale, on obtient cosinus npi. Or, cosinus npi, c'est égal à moins 1 puissance n. N'est-ce pas? Donc logiquement, on obtient cette formule-là, qui s'annule. Il est clair qu'elle va s'annuler pour les n pairs.
Donc si n est pair, alors on obtient 0. Par contre, si n est impair, alors on obtient ici 2. 1 moins 1. Donc 2 fois 2, ça nous donne 4 et on obtient ceci. Donc voilà comment on calcule les coefficients. Finalement, tous les coefficients à n sont nuls. Les coefficients Bn, ils sont partiellement nuls. Les coefficients Bn d'indice pair, ils sont nuls. Les coefficients Bn d'indice impair, ils valent cette valeur-là. N'est-ce pas? Donc, on a réussi à calculer les coefficients de Fourier. Dans ce cas-là, la série de Fourier associée à la fonction f va avoir cette forme-là. Voilà donc la série de Fourier qui est associée. Donc, il est clair que tous les cosinus vont disparaître, puisque les coefficients à 1 sont nuls, et les fonctions sinus de fréquence paire vont également disparaître. Donc, tout ce qui va rester, c'est les sinus de fréquence impair. Voilà. Alors maintenant, nous avons deux ou trois remarques très intéressantes qu'il y a lieu d'éclaircir dès maintenant pour pouvoir un petit peu comprendre l'objectif de ce qui va suivre et pour ne pas perdre de vue notre objectif premier. Alors, remarquons que pour l'instant, on parle juste de série de Fourier qui est associée à la fonction f. N'est-ce pas? Donc, la série de Fourier étoile, c'est la série de Fourier, donc A0 sur 2 plus la somme A1 cosinus plus B1 sinus. Pour l'instant, c'est juste une série qui est associée à la fonction f. Pourquoi elle est associée? Pourquoi? Parce que les coefficients, ils se calculent à partir de, le coefficient de la série, ils se calculent pas en utilisant une intégrale dans laquelle vous avez la fonction f. N'est-ce pas? Pour l'instant, il n'y a aucune égalité. N'est-ce pas? Chose qu'on avait gratuitement, si vous voulez, dans le cas de l'espace vectoriel Rn. Dans l'espace vectoriel Rn, qui est de dimension finie, puisque la dimension de Rn, elle est finie, alors si on prend un vecteur U, par exemple dans R3, il est clair qu'il suffit de trouver donc les trois coordonnées x, y, z pour tout de suite dire que U est égal, c'est une égalité directe de x fois i, plus y fois j, plus z fois k. Donc il y a une égalité directe entre le vecteur U et la combinaison linéaire. Cette fois-ci, on n'a pas la possibilité de mettre cette égalité gratuitement. Pourquoi? C'est parce que la sommation, elle est élevée jusqu'à l'infini. Puisque la sommation, elle va être élevée jusqu'à l'infini, alors, donc la combinaison linéaire obtenue, ce n'est pas une sommation normale, c'est une sommation c'est une série infinie. Or, pour pouvoir dire qu'une série infinie est égale à quelque chose, il y a d'abord lieu de s'assurer qu'elle est finie, qu'elle est convergente. N'est-ce pas? Il faut d'abord s'assurer qu'il y a convergence de cette série-là. Donc, il y a d'abord lieu, ce qui va logiquement nous ramener encore une fois à la première question donc tout à l'heure, nous avons posé deux questions. Donc, ça va nous ramener à la première question de tout à l'heure. Dans quelles conditions une fonction f est-elle développable en une série de Fourier? On n'a pas encore les conditions, on ne les a pas encore développées pour l'instant. N'est-ce pas? Et donc, c'est seulement dans le cadre des conditions que l'on va trouver que l'on va pouvoir mettre l'égalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vers quoi elle va converger cette série-là? Va-t-elle converger directement vers la fonction f? Intuitivement, on voudrait mettre directement que la série est égale à la fonction f. Mais on ne sait pas encore exactement quel est le terme, quelle est la fonction vers laquelle, qui va être la somme de notre série de Fourier pour l'instant. Donc, il y a lieu d'étudier d'abord la convergence simple, hein, entendons-le tout de suite. Donc, c'est la convergence simple de la série de Fourier. Convergence simple, pourquoi? Parce que c'est juste l'égalité qui nous intéresse pour l'instant. Voilà. Et maintenant, étudier la convergence, n'est-ce pas? Donc, il est clair qu'on a vu ça depuis les séries numériques. On a vu que la première chose à vérifier toujours, quand on est en train d'étudier la convergence d'une série infinie, il s'agit toujours de commencer par la condition nécessaire de convergence. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais rappeler la condition nécessaire de convergence. Alors, si nous avons une série infinie, somme infinie de un de x, on voudrait étudier cette série-là, sa convergence, sa nature, alors, il faut regarder le terme à l'intérieur, le terme général, le un de x. Si ce terme-là, il tend vers 0, alors on ne peut rien dire quant à la convergence de notre série. Maintenant, si le terme intérieur, le terme général, s'il ne tend pas vers 0, c'est-à-dire s'il tend vers l'infini, vers 1, vers 2, vers n'importe quelle valeur qui est différente de 0, dans ce cas-là, on sait tout de suite que notre série va diverger. N'est-ce pas? Donc, il y a lieu d'abord d'évacuer, si vous voulez, cette éventualité qui est d'avoir un terme général qui ne tend pas vers 0. Dans le cas où le terme général, dans notre série de Fourier, où est-ce qu'elle est? Dans le cas où le terme général ne tend pas vers
0, il est clair qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait la convergence dans notre série de Fourier. Alors maintenant, il est clair que, étant donné que dans la série de Fourier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la somme de 1 n cosinus nx plus bn sinus nx. Donc il faut que le terme général qui est à l'intérieur, autrement dit 1n cosinus plus bn6, il faut que ce terme-là, d'abord, il faut qu'il tende vers 0. Or, la dépendance à x dans ce terme-là, elle est encadrée, si vous voulez, par les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, qui sont bornées entre moins 1 et 1. Donc, pour que ce terme-là tende vers 0, il suffira que les coefficients n et bn tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, les coefficients n et bn qui sont donnés par les formules intégrales, l'intégrale de fn, de f de x, cosinus et sinus, ces coefficients tendent-ils vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc voilà la science. Il y a d'abord lieu de vérifier d'abord de satisfaire. Donc il faut que nous satisfassions dès le départ, tout de suite, cette condition-là pour pouvoir avancer. Cette condition-là, c'est un lemme très particulier qui va nous donner cette condition-là, à savoir le lemme de Lebesgue. Donc, la leçon suivante, elle va donc porter sur le lemme de Lebesgue qui va nous donner la condition nécessaire de convergence de la série de Fourier.